Je ne vais pas vous parler de peinture décorative, je vais vous parler plutôt de sculpture, de grands décors, et en particulier donc le décor du Parlement de Bretagne qui donc a été construit au milieu du XVIIe siècle. C'était un cadeau du roi à la région Bretagne pour lui marquer son attention. Lorsqu'il y avait donc un parlement dans une région, ça veut dire que la région avait une certaine liberté, la liberté de donner son avis sur les édits du roi. Ça ne changeait rien, mais enfin, au moins, il pouvait s'exprimer. Et donc, ce Parlement de Bretagne avait été conçu par Salomon de Brosse sur un plan carré et possédait une grande salle que l'on appelle la salle des pas perdus, qui était couverte par une voûte en bois qui, avant l'incendie, se présentait comme cela. C'était une voûte en bois avec des décors qui étaient rapportés. On savait, d'après les archives, qu'elles étaient peintes de ton pierre, mais sous Napoléon III, ils avaient donc dégagé certainement les peintures. Ils avaient mis une peinture qu'on ne voit pas ici, mais qui était une sorte de verre empire. Et un architecte en chef, dans les débuts du XXe siècle, avait fait des tentatives de peinture qui occupaient une partie de la voûte. Autre vue de cette disposition architecturale, avec donc des murs qui étaient badigeonnés, des portes qui étaient ornées en pierre, et puis au centre, ces dispositions de menuiserie du XVIIe siècle elles aussi, qui avaient été reprises au XIXe avec des grilles, avec d'autres motifs, puisque ce bâtiment avait été très restauré sous Napoléon III. Donc, dans la nuit du 4 au 5 février 1994, quelques pêcheurs passaient par là, énervés, et donc, à la suite de manœuvres difficiles de la gestion de l'émeute, l'ensemble des émeutiers s'est retrouvé devant le Parlement de Bretagne. Les pêcheurs avaient des arbalètes qui servent à lancer les cordages et des grenades qui brûlent sous l'eau, et donc ils ont lancé ces grenades sur le Parlement, et ce n'est pas le seau d'eau versé par le gardien du Parlement qui a pu les éteindre, ce qui fait que le feu a couvé et s'est déclenché au milieu de la nuit, provoquant un gigantesque incendie qui a été attisé par les flammes et qui a produit la destruction de la majorité, donc de la totalité des charpentes, de la toiture et de beaucoup de décors. En particulier, donc, les décors de la grande salle dont je vous parle, qui se sont effondrés en totalité. Donc ça, c'est une vue après l'incendie, comme vous pouvez le constater. Il y a un certain nombre de parties qui manquent. Et voilà la vue donc de la salle des pas perdus après l'incendie, avec donc les gravois qui se sont accumulés sur le sol qui recouvrait un soubassement voûté qui lui a bien tenu, et donc l'ensemble de débris qui étaient là. Ce qui est important dans l'ensemble de ces problèmes, et c'est ce qu'on a fait aussi à l'hôtel Lambert, c'est que lorsqu'il y a des incendies comme cela, il est important de garder tous les vestiges et de conserver les cendres, les parties calcinées, en faisant, quand on le peut, une sorte de calpinage archéologique, ce qui permet de retrouver assez précisément les éléments qui peuvent servir après à la reconstitution. Donc voilà, vous avez un certain nombre de militaires et de gens qui sont là pour restaurer, et plutôt ramasser les débris calcinés. Il y avait en plus des détecteurs d'incendie qui étaient radioactifs, donc il était important de les retrouver au milieu des décors. Et puis vous voyez au milieu de tout ça des panneaux décorés qui sont transportés pour être mis à l'abri. Donc en fait, toutes les cendres et tous les vestiges calcinés ont été conservés et mis à l'abri. Voilà d'autres vues donc, de ce malheureux Parlement après l'incendie. Vous comprenez le plan de l'ensemble, avec cette grande salle qui servait donc à accueillir les défilés des parlementaires au XVIIe siècle, et puis donc d'autres salles en périphérie de cette cour intérieure.
À l'origine, il y avait un grand escalier sur la façade qui avait été donc mis lors de la construction du XVIIe siècle, escalier qui avait été supprimé et remplacé par l'escalier que vous voyez du côté court et qui avait été construit par Gabriel. Donc ce sont les vues des premières journées de l'incendie où on essaye de sauver le maximum de choses, mais là je m'éloigne des décors. D'autres vues qui montrent les dispositions de la salle, qui faisait à peu près 35 mètres de long sur une quinzaine de mètres de hauteur, avec donc tous ces détails de pierres calcinées. Vous voyez que toutes les menuiseries ont brûlé, ont disparu. Je ne vois pas si vous voyez grand-chose ici, mais enfin, donc ça c'est la mise en place donc, du parapluie. Par chance, sur cet incendie, il n'y avait pas trop de problèmes de financement, parce que comme cet incendie était arrivé à la suite de la visite du Premier ministre donc, en Bretagne, le Premier ministre avait, dès le lendemain, mis à disposition du ministère de la Culture une somme vraiment importante, ce qui a permis de démarrer les travaux d'une manière extrêmement rapide. Donc voici la salle en question qui a perdu tout son décor après l'incendie, et donc protégée et dégagée. Puis les relevés qui ont pu être faits donc après cet incendie, avec donc cette partie, je ne sais pas comment vous faites, voilà. Là, vous voyez la salle des pas perdus, avec donc les vestiges de ces décors. Ce qui était intéressant dans cette salle et dans ces charpentes, c'est qu'il y a cette grande voûte intégrée donc dans les charpentes en bois, mais qui n'avait pas d'entrée. Et donc, il y avait un problème de stabilité de la structure, une compréhension de la manière dont fonctionnait la charpente, qui en fait ne fonctionnait pas d'une manière habituelle, avec donc des arbalétriers et puis donc un entrée qui reprenait les efforts extérieurs, mais plutôt comme une poutre longitudinale qui portait de tympan à tympan et qui faisait qu'elle recevait les arbalétriers, mais simplement en appui, en supprimant totalement les efforts d'écartement. Donc nous avons poursuivi tout d'abord le dégagement des parties maçonnées en faisant les relevés nécessaires. Et puis, on a remplacé donc la structure qui était en bois et qui venait reprendre donc les arbalétriers par une structure métallique, cette gigantesque poutre qui portait donc sur toute la longueur de la salle, qui reprenait les efforts. Bien sûr, je ne vous parle pas de décor, mais il était important dans un bâtiment comme celui-là, pour le retrouver, c'est de justifier son utilisation. Pendant très longtemps, pendant plusieurs années, il y avait plusieurs positions. La position la plus radicale était de dire le bâtiment a brûlé, il n'en reste plus grand-chose, le mieux c'est de raser tout et de faire un bâtiment contemporain qui sera très très bien comme ça. Finalement, voilà, l'incendie est arrivé, on rase et on recommence. Bon. La deuxième position était de dire, écoutez, finalement, le bâtiment sans son toit, il est pas mal. On s'aperçoit qu'il y a une sorte d'architecture italienne, ce grand toit qui a disparu, c'était une réminiscence du gothique, etc. Pourquoi ne pas garder le bâtiment dans son état d'aujourd'hui et puis de le conserver en état? C'est tout à fait logique, c'est l'histoire du bâtiment, pourquoi aller plus loin? Une autre position était de dire ce socle est absolument magnifique et on va pouvoir construire une création contemporaine s'appuyant sur ces vestiges pour faire un bâtiment tout à fait nouveau, un petit peu dans l'esprit de Nouvelle à Lyon, sur le théâtre de Lyon, où tout le monde rêvait un petit peu de ça. Donc en fait, il y avait un certain nombre de positions qui ont ouvert tout un débat de doctrine justement sur ce qu'il fallait faire. Finalement, à travers les possibilités qu'offrait le bâtiment de conserver sa fonction de cour d'appel, à condition qu'on puisse dégager les combles et y aménager des locaux techniques, eh bien ce fut la solution de reconstruire le Parlement tel qu'il était
avant l'incendie qui a été retenu. D'où l'explication de ces structures métalliques qui libèrent beaucoup d'espace. Donc voilà quelques vues de la reconstruction du toit, puisqu'avant de s'occuper des décors, il était important de s'occuper du bâtiment lui-même, donc reconstruit avec une charpente contemporaine. Et puis donc la remise en place de la salle avec ses menuiseries, ses décors sans traitement de polychromie, et puis une voûte simplement lambrissée. Parce que les marchés de restitution des décors devaient passer dans un deuxième temps et qu'il était important de pouvoir ouvrir et d'utiliser le bâtiment le plus rapidement possible. Et alors là, ça posait tout un problème, c'est que les gens trouvaient ça superbe. Et qu'en fait, la plupart des Rennais, des gens qui venaient dans le Parlement de Bretagne, disaient « Ah, enfin !» toutes ces cochonneries, toutes ces vieilleries, tous ces décors accrochés, etc. Vous, l'architecte en chef, vous avez été un peu plus intelligent que les autres, vous avez supprimé tout ça, vous n'avez pas restitué les décors, c'est beaucoup mieux, c'est parfait, félicitations. Et j'étais obligé de répondre qu'il ne s'agissait pas du tout d'un état définitif, mais au contraire d'un état provisoire, dans l'attente de la restitution des décors. Mais je vous dis cela parce que c'est un vrai problème, c'est que quand on fait un état provisoire qui a une allure qui est, je dirais, acceptable, eh bien, on se met dans une situation très difficile parce que la plupart des gens trouvent ça très bien et que ça suffit comme ça et qu'il ne faut pas aller plus loin. Et on parlait tout à l'heure des notions de matériaux, de simplicité, des théories de la charte d'Athènes, etc. Et bien là, on est en plein dedans et il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il fallait s'arrêter là. Heureusement, donc, on a été un petit peu plus loin. Et on a commencé par remettre en place les décors qui étaient sur place, donc en retrouvant les aspects de faux bois, de dorures, etc., qui étaient simples à restituer. Et puis, on s'est lancé dans la restitution pour retrouver le fameux plafond. Donc on savait que le plafond était de couleur claire. En fait, Salomon de Brosse a fait d'autres salles, en particulier au Palais de Justice de Paris. Il a fait la salle des Pas Perdus, qui elle est en pierre, mais avec une voûte qui est très proche dans son esprit de celle-là. Et donc on pouvait penser que l'ensemble devait former une composition harmonieuse entre les murs et le plafond. Donc nous avions les documents anciens pour déterminer la disposition des décors. On avait quelques dessins, mais qui étaient totalement faux, qui montraient là aussi la manière dont étaient disposées les moulures. Et à partir donc de ces décors, de ces éléments, on a pu tracer ce plan qui montrait la disposition des différentes parties sculptées qui venaient être appliquées sur la voûte, sachant qu'une partie de ces décors était en ronde-bosse, c'est-à-dire en relief, et que d'autres étaient en trompe-l'œil. Mais encore fallait-il pouvoir déterminer exactement les sculptures en question, qui étaient de très diverses manières. Donc c'est là où on s'est retrouvé avec donc tous les éléments donc brûlés, calcinés et qu'on avait retrouvés donc dans les cendres et que l'on a donc sortis, répertoriés et qu'on s'est efforcé à travers donc les photos que l'on avait de resituer sur la voûte. Donc vous aviez donc des guirlandes, donc ces guirlandes nous montraient le relief, nous montraient le rythme, nous montraient beaucoup d'éléments, d'autant plus qu'il y avait quand même des parties qui montraient aussi des éléments un petit peu sculptés, qui avaient gardé leur peau. Et à travers donc tous ces éléments, on avait donc non seulement les épaisseurs, les dessins, les dimensions, et on pouvait partir vers une restitution, une reconstitution de ces dispositions. Donc là, vous avez une partie du motif sculpté. Donc à chaque élément de bois, il y avait une sorte de repérage pour déterminer d'où il venait et nous donner des échelles et des éléments importants de surface.
Donc ça, ce sont les photos anciennes qui nous servaient pour resituer les ensembles, d'autant plus qu'on avait aussi le positionnement de la chute des vestiges au sol. On avait ces photos qui montraient cet énorme donc médaillon central qui fait 5 ou 6 mètres de longueur, avec ces sculptures tout à fait extraordinaires donc, du XVIIe siècle. Et donc, encore une fois, ces éléments de vestiges avec lesquels on a joué à restituer une sorte de puzzle. Donc, il y en avait beaucoup, comme vous voyez. Enfin, je ne vous ai pas fait toutes les photos, mais alors, je passe rapidement. Donc, vous voyez ici, ici c'est une hermine. Donc, on avait le dessin parfait, même s'il n'y avait plus le relief, on avait le dessin parfait de l'hermine. Donc, à partir de ces éléments, on a pu reconstituer un catalogue des motifs qui ornaient la voûte et le profil des moulures qui venaient encadrer ces motifs. Encore fallait-il les refaire. Donc il y avait beaucoup de solutions. Soit on les resculptait en bois, soit on les reconstituait en résine. Donc, si vous voulez, à partir des vestiges que nous avions, nous avons complété ces vestiges avec donc des éléments de modelage pour retrouver le vestige dans sa disposition originale. Et puis, en fonction de ses dimensions, en fonction de la répétitivité qui pouvait être trouvée, il était décidé soit de les réaliser en bois sculpté, comme à l'origine, soit d'utiliser donc des systèmes de moulage de résine pour trouver des solutions d'abord financièrement moins chères et puis surtout de gagner du temps parce qu'il y avait tellement de travail à faire qu'il fallait le faire. Donc ici vous avez un petit peu l'explication de tout ce qui s'est passé. Vous avez le vestige qui est donc retrouvé. À partir de ce vestige, vous avez donc une sorte de moulage qui est fait, qui sert de maquette. À partir de cette maquette, vous avez donc des éléments qui sont, dans ce cas, retaillés dans le bois, avec ensuite donc les finitions d'assiettes et de dorures. Je dois dire qu'en réalité, il y a eu très très peu d'éléments moulés en résine mis en place. La plupart ont été resculptés en bois. Alors voilà encore une autre manière d'évoluer. Vous voyez sur l'atelier la photo du montage photographique de l'élément que l'on souhaite retrouver, l'élément de vestige en bois calciné, redessiné. Et puis, à partir de ces vestiges, les résines qui sont mises en place pour retrouver le modèle initial dans ces dispositions. Petit à petit, le modèle reprend sa forme et va servir, donc, c'est une des feuilles qui constitue la rosace, et va servir pour reconstituer la totalité de la rosace. Donc en fait, il y a tout un travail de moulage ensuite pour retrouver, lorsqu'on le fait en résine, les éléments répétitifs de ces rosaces. Et voilà, je ne sais pas si on se rend compte ici de la dimension de tous ces éléments, mais tout était gigantesque en réalité. Et des rosaces comme ça, elles faisaient 1,50 m de diamètre. D'autres ici sont resculptées à la main, avec donc ces assemblages. Voilà le travail à partir donc des maquettes que l'on a vues tout à l'heure. Et ensuite, donc, elles étaient dorées pour venir s'intégrer dans le décor clair qui devait être reconstitué. Donc, de nouveau, le plan qui nous servait de schéma, je dirais, directeur pour cet ensemble, qui pesait bien sûr un poids gigantesque et dans lequel il fallait encastrer aussi tous les exutoires de fumée qui étaient nécessaires pour
je dirais, la sécurité des lieux, plus les dispositifs d'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, ce sont les éléments qui ont servi pour faire le panneau central, qui était donc constitué avec des poutres en bois dont on voit les joints ici, qui étaient des énormes poutres. Donc en fait, dans un premier temps, comme on l'a vu pour les rosaces, il y a une sculpture qui a été réalisée en plâtre pour retrouver donc les motifs, pour retrouver les niveaux d'épaisseur, etc., à partir des vestiges qu'on avait pu retrouver. Et donc vous voyez la ligne qui est là, c'est un laser qui mesure justement les différentes épaisseurs et pour avoir les volumes cohérents par rapport aux vestiges qu'on avait trouvés. Donc un gros travail de sculpture réparti avec donc les joints de poutres suivant la largeur des vestiges que l'on avait déterminés. Et puis ensuite donc ce travail de sculpture sur bois qui commence tout à fait difficile dans la mesure où justement c'est un assemblage de poutres juxtaposées qui doivent s'intégrer donc dans un plafond qui lui-même est courbe. Donc ça a été fait par les ateliers Perrault dans leurs ateliers, avec de multiples recherches sur les détails que l'on pouvait trouver à travers les photos, les épaisseurs, etc. Vous voyez la taille de l'ensemble par rapport au sculpteur. Parce que bien sûr, il fallait pouvoir donc réaliser ce panneau et puis ensuite le démonter pour le remonter à l'envers à 20 mètres, 15 mètres de hauteur. Alors le travail sur bois était destiné à recevoir une sorte d'enduit qui lui-même recevait donc la peinture. Donc il y avait toute une préparation pour que cette remparure puisse adhérer sur le bois. Et donc ici on voit bien la courbure du plafond qui reçoit donc les éléments sculptés qui vont être transportés et mis en œuvre et accrochés sur la voûte en bois que vous avez vue tout à l'heure et qui existait, qui avait été déjà remis en place. Donc petite mise au point. Et ensuite préparation de la dorure à la feuille d'or, puisqu'il était plus intéressant de préparer les éléments de décor en atelier et de venir les rapporter après que de les dorer sur place. Donc là, vous avez les éléments non seulement pour le transporter, mais aussi pour le hisser à l'envers et l'appliquer, l'accrocher avec des tire-fonds sur le plafond et donc à la poutre métallique qui était au-dessus. Donc là, c'est la mise en place donc, de ce décor au plafond. Là, vous voyez donc qu'il y a déjà les éléments de rosace qui sont mis en place, les éléments de moulure qui ont été peints avec donc les trompe-l'œil en plan qui épaississent les moulures et soulignent les ombres. Et puis donc tout le dispositif de transport et de calage avec ces mousses qui permettent de mettre en place le panneau sculpté sur le fond qui avait été préparé pour le recevoir. Donc les fixations de cet ensemble, avec donc le système de montage. Vous voyez la partie qui va recevoir donc le panneau sculpté et les vérins qui vont être mis en place et les suspentes qui vont remonter cet ensemble. Voilà
le décor remis en place. Alors pour finir, bien évidemment, il fallait prévoir de l'éclairage, parce qu'au XVIIe siècle, c'était éclairé avec des flambeaux. Et au XVIIIe siècle, on savait que parfois il venait accrocher, on ne sait pas trop comment, des lustres au plafond, mais il fallait bien évidemment, pour qu'on puisse utiliser cette salle, l'éclairer. Et donc on a utilisé ces rosaces en considérant que lorsque les lustres devaient être accrochés, on avait des gravures anciennes qui montraient des lustres accrochés. Je ne sais pas trop comment ils faisaient pour monter là-haut, les accrocher. Mais enfin. Donc en fait, on a prévu donc tout un éclairage avec donc des lustres qui viennent se brancher sur ces rosaces. Donc voilà l'élément terminé avec donc les papiers peints. On avait retrouvé derrière certains lambris du 19e siècle ces papiers peints qui datent du début du 19e siècle et que l'on a sauvé des eaux, qu'on a fait sécher et qu'on a restauré et qu'on a mis en décor dans cette salle des pas perdus. Donc voilà le dispositif. Alors bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait retrouvé donc cette ambiance très claire et très somptueuse de cette salle, mais qu'avec tout cet ensemble de lustres qui viennent descendre, on a une sorte d'échelle qui est donnée et qui fait que cette salle aujourd'hui fonctionne extrêmement bien et qu'elle est très agréable pour un certain nombre de réceptions et dans la fonctionnalité du Parlement. Alors bien évidemment ici, les problèmes de savoir la doctrine, jusqu'où on devait aller, etc., ne se posaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait la décision soit de reconstruire et il fallait aller jusqu'au bout, soit de donner une évocation et donc éventuellement de rester avec le parquet qui avait été mis en place en situation provisoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait, je dirais, la volonté ni les moyens d'aller jusqu'au bout de cette restauration. Je l'espère, mais je ne suis pas sûr. Voilà les vues donc définitives de cette restauration qui... donc la reconstruction du Parlement de Bretagne a duré 2 ans et la restitution des décors, parce que donc, ça s'est fait salle par salle, a duré 10 ans. La réalisation de cette salle des pas perdus a été la dernière réalisation. La première chose donc, qui avait été faite, c'est de retrouver le volume de la salle, mais ensuite ce sont toutes les autres salles donc, qui recevaient du public, les salles d'audience, etc., qui ont été restaurées, et on a terminé par ce lieu qui est aujourd'hui très apprécié. Voilà, écoutez, je vais en rester là, et je serais heureux de répondre à vos questions. Le 2 ou 3 janvier 2003, un très grand incendie venait détruire le château de Lunéville, dont vous avez l'image ici, et je vais vous parler principalement de la chapelle qui a été l'objet d'un travail particulier et qui nous a donné beaucoup d'enseignements sur ce qu'étaient ces décors de gypserie qui ornaient ce château. Alors ce château est construit dans les années 1720 par Germain Boffrand, architecte bien connu, qui aura une grande carrière à Paris, et qui amène en Lorraine un savoir-faire et une dextérité où justement la connaissance parisienne et l'architecture parisienne a une petite influence, d'où la présence assez forte de gypserie dans ce château.
À côté de ça, on sent, et vous allez le voir, dans l'emploi des gypseries, une influence des pays de l'Est, et donc on n'est pas dans une écriture vraiment parisienne, même si cette influence existe. Donc quand un incendie se déclare dans un monument dont on a la charge, comme le disait Alain-Charles Perrault à l'instant, ce qu'on fait avant tout, c'est de stabiliser ce qui nous est parvenu, ce qui a été épargné par l'incendie, pour pouvoir s'appuyer sur des bases solides afin d'envisager la restauration avant même que le parti de restauration ait été défini. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les décombres peuvent nous nourrir. Et là, vous voyez sur ces images donc les tambours des colonnes qui ont tous bien sûr été conservés, tous récupérés, tous remontés, mais aussi beaucoup de vestiges de décors qui jongent le sol, avec notamment les garde-corps en ferronnerie et surtout donc les décors de gypserie qui nous ont beaucoup intéressés. Alors à malheur, ce malheur est compensé par une forme d'enseignement, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un écorché, le monument est absolument écorché, et donc là on comprend exactement comment il est construit. Ce qui est très intéressant du point de vue du décor, parce que finalement ce que nous révèle cette chapelle du château de Lunéville, c'est que au-delà d'une image d'architecture voulue, dessinée, contrôlée par Germain Boffrand avec la grande érudition qu'on lui connaît, on a un système constructif qui lui, excusez-moi je passe rapidement, je reviendrai sur les éléments de décor, un système constructif qui est quelque peu surprenant, c'est-à-dire qu'on a une architecture avec superposition de deux ordres dans l'écriture classique, avec le ionique en bas, le corinthien en haut, avec donc cet entablement plâtre dont je vous ai montré l'écorché à l'instant, et chose curieuse, donc ces colonnes sont construites en grès. Les chapiteaux et les éléments d'entablement sont construits en plâtre, et entre les deux, on a une structure en bois. C'est-à-dire qu'on avait curieusement deux colonnes superposées en pierre, interrompues par une structure en bois venant constituer la tribune, ce qui est assez singulier, me semble-t-il. D'autre part, autre élément singulier, la colonne au droit de son chapiteau se voit être rétrécie pour pouvoir justement être habillée par ce chapiteau. Ici, la colonne que nous avons au premier plan est une colonne de l'ordre supérieur, donc habillée par un chapiteau corinthien, et alors que la colonne a une largeur donnée avec ses cannelures, au droit du chapiteau, elle est finalement plus étroite. Alors que l'image d'architecture, quand on écoute les théoriciens du 19e, du 18e siècle, le chapiteau est le lieu de l'élargissement de la structure pour justement mieux accueillir, mieux épauler la structure qu'il porte. La réalité de la construction du 18e siècle, ou en tout cas de celle-là, est tout à fait inverse, c'est-à-dire que la structure est conçue par, je dirais, l'entrepreneur, le constructeur, mais elle vient s'adapter à la volonté de l'architecte qui voudra, en résultat final, une architecture parfaitement équilibrée, donnant la superposition des ordres de colonnes, la place de l'entablement, des proportions extrêmement justes, mais finalement sur une réalité constructive très différente de celle qui apparaît. Alors je reviens rapidement à ce qui se passe après un sinistre. Comme le disait Alain-Charles Perrault, effectivement à Lunéville c'était un petit peu la même chose. Il fallait d'abord sauver ce qu'on pouvait sauver, il fallait d'abord abriter cet ensemble parce que, comme vous l'avez compris sur le Parlement de Rennes, si l'incendie fait beaucoup de dégâts, les pompiers en font presque encore plus, parce que pour éteindre le feu, il faut envoyer une quantité d'eau faramineuse, et quand on est au mois de janvier dans des périodes de gel intense, cette eau devient quelque chose qui fige les éléments, qui donne des images amusantes, mais qui finalement ne favorise pas la conservation des éléments qu'on a pu sauver.
Nous avons entamé un travail important, assisté par donc des entreprises de maçonnerie pour tout ce qui était étaiement, par des entreprises de couverture et d'échafaudage pour tout ce qui était parapluie. Et très vite, j'ai fait intervenir un restaurateur, Georges Barthes, certains le connaissent ici, avec qui on a étudié finement l'ensemble de ces gypseries et avec qui on a procédé à un certain nombre de sauvetages de tous les éléments qui étaient encore en place, voire des éléments qu'on avait retrouvés au sol. Alors ce qui est très intéressant, c'est que finalement cette campagne de sauvetage et d'observation nous a permis de comprendre comment était construit ce décor, en relation avec la structure, vous l'avez vu sur les images précédentes, mais aussi en lui-même, c'est-à-dire que des chapiteaux corinthiens étaient constitués d'éléments assemblés, resculptés, reparés en place, ce qui fait que finalement, de certains éléments qui étaient tombés au sol, nous avons pu en récupérer pour les remettre en œuvre dans le cadre de la restauration et au contraire je dirais, en décalage avec l'exemple du Parlement de Rennes, finalement, notre projet, le projet qu'on a fait valider, auquel on a réfléchi avec notre inspecteur général, était notamment d'avoir une démarche relativement archéologique, c'est-à-dire que de tirer parti des connaissances que nous donnait le monument écorché, sinistré, pour les réintégrer dans le cadre de la restauration. Et même dans le cadre de la reconstruction de la charpente, de la toiture, nous avons eu une démarche, je dirais, archéologique entre guillemets, c'est-à-dire consistante à remettre en œuvre une structure telle qu'elle avait pu être mise en œuvre au XVIIIe siècle, et donc dans une adéquation, c'était une forme d'exercice, dirons-nous. On n'avait pas les mêmes pressions d'utilisation qu'au Parlement de Rennes, ce qui nous a permis cet exercice un peu théorique. Donc première opération au-delà de la toiture et de la mise hors d'eau qui est un petit peu à l'écart de notre sujet, nous avons essayé de sauver, de maintenir tous ces éléments de gypserie, tous ceux qui étaient en péril en tout cas, parce que certains finalement avaient été assez peu atteints, et on a inventé, comme on le fait souvent dans ces sortes de circonstances, avec le restaurateur, des petits étaiements sur mesure, vous voyez, avec ces petites mousses, avec ces petits tasseaux en bois blanc qui finalement nous ont permis de tenir jusqu'à la restauration de la toiture, puis au-delà de la restauration de la toiture, de pouvoir attendre la restauration des intérieurs et des éléments en gypserie. Dans ce cadre-là, nous avons pu sauver un élément de corniche entier qui est ici sur cette image. Donc vous voyez les bois calcinés qui sont à l'arrière, qui ont été découpés et qui nous ont permis de garder en place jusqu'au moment de la restauration de la gypserie, c'est-à-dire y compris dans le réaménagement, la restitution de la toiture, ce témoin qui pouvait servir de référence et de base pour reconstituer l'ensemble de ce décor. Alors, excusez, les images sont peut-être dans un ordre un peu désorganisé. Le sauvetage de ces gypseries a bien sûr consisté à des opérations conservatoires, comme on a l'habitude de le faire sur des objets ponctuels. Là, il se trouve qu'on était à grande échelle, mais c'est une opération qui nous a permis de faire tenir le monument jusqu'au bout, jusqu'à sa restauration. Et nous avons même inventé une gypsothèque, c'est-à-dire que tous les éléments rassemblés au sol, sur la base d'un repérage quadrillé, comme l'avait fait Alain Charles Perrault à Rennes, ont été rassemblés, conservés et éventuellement réutilisés, puisque c'était vraiment mon souhait qu'on puisse réutiliser autant que faire se peut ces éléments-là dans la restauration, mais pour certains, ils ont bien sûr servi de modèle à des éléments qu'on a pu compléter. Et donc dans cette architecture, là c'est le dessin de Boffrand, on voit bien que la question de la construction est dissociée de la question de l'architecture. C'est-à-dire que, en dehors du fait qu'on voit un dessin de principe de la charpente, tout ce qui est de la structure des colonnes, la structure de la tribune et donc de ce qu'a révélé finalement l'écorché lié à l'incendie est absent du dessin.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a là une forme de distance, c'est la proposition que je fais en tout cas, de distance entre l'architecte et l'entrepreneur, même si après, dans ce qui concerne la toiture qui a été refaite plusieurs fois dans ce château qui a malheureusement subi plusieurs sinistres, plusieurs déboires, on voit que les successeurs de Boffrand se sont intéressés aux détails de la construction de la charpente. Mais on voit ici que finalement, cet architecte a un grand talent sur le dessin de ce que doit présenter comme équilibre l'architecture. Donc bien sûr, nous en avons tenu compte. La restauration de la voûte de cette chapelle, je reste uniquement sur la chapelle, la restauration de la voûte de cette chapelle a été faite conformément à ce qu'elle était à l'origine. Là, on a eu accès à des archives exceptionnelles nous détaillant l'ensemble des bois, leurs essences, leurs procédés de mise en œuvre. Et dans les décombres, nous avions retrouvé les pièces métalliques qui permettaient certains assemblages. On a pu dater les bois par dendrochronologie parce que contrairement à ce qu'on pense, le bois ne brûle pas, donc finalement notamment le chêne, en tout cas, brûle très mal, et on avait pu dater les bois de l'époque de la construction, donc ce qui donnait une très bonne connaissance de cette charpente. Donc on s'est livré à l'exercice de la reconstituer. On n'a pas remis en œuvre de bois calciné, elle a été entièrement refaite à neuf, mais conformément à ce qu'elle était à l'origine. Et on a subi un petit peu le même problème qu'avait subi Alain-Charles Perrault, c'est-à-dire que c'est resté comme ça pendant presque 2 ans, le temps de refaire le projet d'aménagement et de restauration et restitution des décors. Et à ce moment-là, tout le monde nous a dit « mais pourquoi vous faites ça? C'est tellement bien comme ça, essayez de trouver un aménagement qui permet de garder cette charpente apparente, si ce n'est que à côté de cette charpente apparente, il y avait des vestiges qui étaient là prêts à être employés pour être prolongés. Vous voyez les chapiteaux, en tout cas ce qui avait été protégé, était quand même en attente d'une restauration. On voit sur cette image, vous voyez les petits supports d'étaiement dont je vous ai montré le détail tout à l'heure, et qui dans le cadre de la restauration de la charpente avaient été protégés d'une façon supplémentaire pour ne risquer aucun désordre lors de travaux qui étaient quand même des travaux de grosses œuvres. On était là sur des travaux importants. Quand on a remonté toutes ces colonnes, c'était quand même des travaux de grosses entreprises de maçonnerie pierre de taille. Et cet élément de corniche que nous avions sauvé, laissé en place avec son bois calciné derrière, continuait à être notre témoin, notre référence pour être sûr que entre ce niveau bas dont il restait les 2/3 et ce niveau haut dont il ne restait rien, finalement, on pouvait garantir la cohérence entre les 2 niveaux principaux de cette architecture et donc du respect du dessin de Germain Boffrand, du dessin initial qui me semblait être l'essentiel, c'est-à-dire de restaurer cette architecture au-delà de la matière qui le constituait. Alors, au-delà de ça, le chantier de restauration du décor a été un chantier, je dirais, relativement classique. Là, vous voyez des éléments en cours de restauration avec des compléments qui avaient été apportés. Là, encore une fois, vous voyez ici cette feuille qui manquait, qui a été ajoutée, etc. Là, l'élément du chapiteau qui est complété, avec des chapiteaux qui ont été refaits entièrement à neuf. Et nous nous sommes attachés, maintenant c'était peut-être une forme de coquetterie, à refaire ces chapiteaux en gypserie selon les méthodes que nous avions observées, donc faire un travail un peu théorique, archéologique entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas de reconnaître les éléments du passé, mais de se servir de notre connaissance des éléments du passé pour en faire de nouveau, comme si nous étions au XVIIIe siècle, ce qui est un peu une vue de l'esprit, j'en conviens, mais qui finalement était un travail en toute honnêteté vis-à-vis de la façon dont était constitué ce monument. Et de la même façon, ces colonnes interrompues par la structure en bois ont continué à être interrompues par la structure en bois dans le cadre de la restauration, c'est-à-dire que les bois anciens qui pouvaient être conservés ont été laissés en place et complétés, comme le monument avait été construit au XVIIIe siècle. C'était, je dirais, l'exercice auquel nous nous étions livrés.
Parallèlement à ce travail, pour compléter cette restauration, nous avons regardé un petit peu finement comment étaient les traces de badigeons anciens, justement, et notamment sur les colonnes, sur les arcs, sur les pilastres. Nous avons pu, ça c'est le plan de synthèse qu'a produit le restaurateur de peinture avec lequel j'ai travaillé sur cette partie du sujet, et nous avons pu prendre connaissance du traitement de finition de l'ensemble de la structure et des gypseries de ce monument, ce qui nous a permis de restituer les équilibres colorés qui, là, nous éloignent un peu de l'architecture parisienne, c'est-à-dire que, quand je vous disais que Germain Boffrand avait apporté, à mon avis, à Lunéville, sa connaissance de la gypserie, il l'avait aussi adapté à une influence peut-être plus lorraine, dirais-je, et dans cet équilibre coloré, on voit cette forme d'influence. Cet équilibre coloré, je suis très honnêtement certain qu'elle est sans dérogation vis-à-vis de la façon dont se présentait le monument au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est là dans une rigueur archéologique, conformité au monument, mais c'est vrai, en renouvelant aussi un certain nombre de badigeons, en renouvelant toute la gypserie. Vous avez vu dans quel état était le monument après l'incendie, mais nous a permis donc de redonner à cette chapelle, en tout cas à cette partie du monument sinistré, une nouvelle jeunesse. Pour finir sur ce propos, je voulais évoquer vraiment un détail, mais en matière d'ornement, il me semble que l'ornement d'architecture est indissociable de l'architecture elle-même. Nous avons ici un tableau qui représente donc toujours notre château de Lunéville, mais avec la fameuse cour du Rocher, dont il n'existe plus rien aujourd'hui, si ce n'est l'empreinte. Mais ce qui m'intéresse sur cette image, c'est qu'on y voit tout le reste du bâtiment. Et ce bâtiment est décrit, alors on ne voit pas la chapelle qui serait derrière ce corps. Mais sur ce bâtiment, et c'est cette aile-là qui m'intéresse, et je vous livre cet aspect-là pour conclure, on voit que les cheminées sont en briques et on voit la nature de la brique, en tout cas la couleur, la densité de la brique qui constitue ces toitures. On voit le volume des toitures, mais là je n'y reviens pas, on a fait toute une étude pour comprendre et restituer les toitures dans leurs volumes initiaux, et on voit aussi les pots à feu qui ornent les balustrades, on voit le rythme des lucarnes, on voit l'épi de fêtage qui est au bout de la toiture. Et finalement, même si ces pots à feu avaient disparu, même si ces épis de fêtage n'étaient plus exactement là où ils devaient être, même si ces cheminées avaient été transformées en briques laitières, finalement, la question de l'ornement, pour moi, est une question qui est à assimiler dans l'ensemble de l'architecture et qui ne peut difficilement être dissociée. Et sur l'exemple du traitement des façades, si vous voulez, il nous a paru important, en tout cas pertinent, de restituer des pots à feu qui effectivement n'étaient plus là au moment de l'incendie, qui avaient disparu sans doute au cours du XIXe siècle, de restituer bien sûr le volume des toitures, de restituer des épis de fêtage, de retrouver aux cheminées leur couleur de matériaux d'origine, conformément à ce qu'on pouvait en connaître, parce que je vous ai montré un tableau, mais c'est vrai qu'on avait d'autres sources et d'autres gouaches qui nous montraient le monument tel qu'il était, et liberté je dirais de l'architecte des monuments historiques aura été d'apporter cette ponctuation supplémentaire qui, de mon point de vue, est indissociable de l'écriture générale de cette architecture. Je vous remercie. Merci beaucoup à Pierre-Yves Quillot pour cette présentation inédite là, du château de Lunéville. Merci. Nous accueillons maintenant, si vous le voulez bien, Pierre-Antoine Gattier, que je vois arriver, voilà, qui est architecte en chef des monuments historiques depuis 1990, actuellement en charge des Alpes-Maritimes, du Var et du domaine de Chantilly, inspecteur général depuis 2003. Il est aussi, bien sûr, président de l'ICOMOS France. Et il va nous parler maintenant des couleurs, en fait, des polychromies dans l'architecture du XXe siècle. Merci. Peut-être y a-t-il un sens
conclure cette journée avec la question du patrimoine du XXe siècle. La polychromie est sans doute une manière d'aborder le rapport entre les avant-gardes et la question de l'ornement. Au travers de l'exemple de la Maison Laroche, œuvre de Le Corbusier, nous pouvons projeter un regard sur cette avant-garde qui est le mouvement puriste en France, Le Corbusier, Fernand Léger, Lursa, Eileen Gray, qui tentent ou qui s'efforcent de réduire ou d'exprimer l'architecture par le recours unique à des volumes simples, des surfaces lisses, des monochromies et, semble-t-il, l'absence totale d'ornement. En fait, le caractère ornemental de cette architecture avant-gardiste va s'exprimer justement par le recours aux monochromies. Et donc ce que je voudrais partager avec vous, au travers de l'exemple de la Maison Laroche qui abrite le siège de la Fondation Le Corbusier, c'est cette question de la réflexion sur la monochromie. Le mouvement puriste, vous le savez tous, en fait, est une riche réflexion qui associe, au travers de 3 exemples que je vous montre de la production de Le Corbusier, à la fois une démarche picturale, d'un artiste peintre, et je vous en prie, gardez en mémoire cette image, car vous verrez que finalement elle recélait toute la vision des monochromies corbusiennes, une réflexion théorique avec la revue de l'Esprit Nouveau que développe Le Corbusier et son ami le peintre Amédée aux Enfants, et qui va se cristalliser dans le pavillon de l'Esprit Nouveau réalisé pour l'exposition des arts décoratifs. Alors je pense que cette image du pavillon de l'Esprit Nouveau est sans doute emblématique de la relation qu'entretiennent les avant-gardes et le mouvement puriste avec l'ornement, puisque on peut voir comme une rupture au sein de l'exposition des arts décoratifs cette attitude minimaliste portée par Le Corbusier avec cette boîte régulière, mais vous savez, qui se développe en 2 éléments. Donc d'une part, le fragment du modèle d'appartement, et puis cette partie circulaire qu'on oublie trop, qui est le grand diorama dans lequel il abrite donc le modèle de la grande maquette radicale du plan voisin. La Maison Laroche s'inscrit dans cette production de l'architecture puriste avec ce lieu mythique qui est l'atelier d'Amédée aux Enfants. Et au travers de cette image, ce que je voudrais soulever, c'est ce que peut représenter en fait cette documentation strictement noir et blanc. Et je crois que le malentendu qui a existé dans la compréhension que nous avions de cette architecture d'avant-garde résulte tout naturellement de la question de cette documentation qui présente finalement une architecture qui était colorisée, mais qui a longtemps été perçue comme étant une architecture noir et blanc. La fondation Le Corbusier, donc je vous présente la Maison Laroche. Donc il s'agit en fait d'un projet réalisé de 2 maisons jumelles, la Maison Jeanneret, la Maison Laroche, et voici les photographies avant le démarrage de cette opération. Alors cette opération est conduite en maîtrise d'ouvrage de la Fondation Le Corbusier. Le contrôle scientifique et technique est porté par la conservation régionale des monuments historiques. Donc voilà en fait la Maison Laroche telle qu'elle apparaît aujourd'hui, donc ces formes régulières, puristes, ces menuiseries noires, ces parements strictement peints en blanc. En fait, ce qu'ont révélé les études, le chantier, les recherches archivistiques, c'est que cette vision, en fait, est une vision, je dirais, strictement contemporaine, construite dans les années 70, et qui est sans doute d'ailleurs celle qui a nourri notre imaginaire de jeunes architectes. Un architecte emblématique de la planète comme Richard Meyer construit sa production architecturale contemporaine, comme Peter Eisenman, sur cette vision de cette architecture blanche, noire, régulière. Et je voudrais montrer comment, en fait, il s'agit d'une métamorphose du rapport à l'ornement de Le Corbusier. Je pense qu'il faut toujours rattacher l'architecture au programme, hein, c'est ce que nous apprenait
Jean-Marie Pérouse de Monclos avec l'architecture à la française, la question de la distribution, et je garde ces mêmes clés pour regarder l'architecture du XXe siècle. Donc les deux maisons, séparées par leur mitoyen, la maison Jeanneret, c'est un programme, il s'agit d'une maison pour une famille. Jeanneret est un musicien, donc il a son studio qui est ici, et la maison Laroche est ici, avec au rez-de-chaussée le logement du gardien, le garage, à l'arrière du logement du gardien, la cuisine, le hall, la chambre d'amis. Alors il y a beaucoup de manières d'interpréter ce plan. Une de mes positions favorites, en fait, c'est de superposer ce plan en fait, au schéma du couvert végétal de cette parcelle parisienne. En fait, vous avez un arbre qui est ici, un érable, qui explique en fait le recul entre le hall et la galerie de peinture. Vous verrez, il y a des échancrures dans les façades arrière ici. C'est un tilleul qui est ici planté. Un troisième tilleul est ici. Donc en fait, Le Corbusier vient se glisser dans le couvert végétal. Et puis ensuite, la deuxième grille de lecture, en fait, c'est les règlements de mitoyenneté parisienne. Et donc les reculs par rapport aux façades sont celles qui sont imposées par les murs mitoyens. Et à partir de là, vous avez une réflexion sur la distribution qui est d'une intelligence remarquable pour jouer entre les jours directs sur les façades principales et les parois opaques qui ne peuvent être percées que de petits jours suivant les règles de mitoyenneté. Donc vous allez trouver les pièces principales sur la rue et les pièces de service à l'arrière qui vont être éclairées en fait par des jours zénithaux. Donc ce qui montre que l'on peut superposer les interprétations de cette architecture. Et le plan de l'étage sur lequel je vais revenir avec donc ce grand hall avec son grand vide que vous connaissez tous, qui donne accès à la galerie de tableaux et en vis-à-vis à la salle à manger. Projection de cette distribution en façade, donc les deux maisons mitoyennes, la maison Jeanneret, la maison Laroche, le garage, l'accès du gardien, l'entrée du grand hall vestibule, le pignon, galerie de tableaux, et l'appartement avec un jeu de symétrie riche, assez fascinante, avec la salle à manger qui est ici, et l'appartement de Monsieur Laroche, qui est un célibataire, avec sa chambre puriste, qui est un lieu mythique qui était perdu et oublié, et puis sa salle de bain et son antichambre. Alors, pour se confronter à l'ornement, je pense qu'il n'est pas possible en fait, de le regarder comme une simple surface extérieure. Je crois qu'il est essentiel en fait, de revenir en fait, à la matérialité et à la question de la construction. Alors, une des problématiques du patrimoine du XXe siècle, c'est l'abondance de la documentation. Elle est porteuse de connaissances. Donc voilà des photos publiées dans l'architecture vivante, la grande revue avant-gardiste des années 20, dirigée par Jean Badovici. Regardez l'angle entre le vestibule, la galerie de peinture, et vous voyez voilà, l'arbre récemment recoupé, recépé, pour permettre en fait autour la construction de cet édifice. Cette photo nous renseigne sur les procédés constructifs, donc une construction de béton armé, mais n'oubliez jamais que le béton armé c'est une structure poteau-dalle avec un matériau de remplissage. J'ai réalisé des prélèvements, des sondages et des analyses, donc ce sont des briques de mâche-fer. Et vous voyez ici un appareil en fait qui est la presse pour fabriquer sur place en fait les parpaings et les briques. Donc la maison Laroche et puis la maison Jeanneret. Des vues intérieures qui vous permettent de voir le grand vestibule avec cette organisation d'éléments structurels en béton armé, la paroi, ce qui sera la paroi lisse, donc en briques de parpaing, et puis ces éléments de dalles constitués de ourdis. L'ensemble de ces matériaux reçoivent un enduit de plâtre. La question des matériaux et des mises en œuvre donc, est essentielle dans la compréhension d'un lieu. Donc, simultanément, j'interviens sur la villa d'Alingray à Roquebrune, Cap-Martin, et il est assez fascinant de comparer les modes de mise en œuvre. Avec Le Corbusier, nous avons une ossature en béton, un remplissage en briques de parpaing, des enduits plâtres
et des peintures, et je vais vous décrire les matériaux de peinture. Si vous faites la même analyse chez Aline Gray, vous allez retrouver l'ossature de béton armé, le remplissage est assuré par de la brique creuse, l'enduit est à la chaux et les couleurs sont en badigeon. Et donc ce qui me fascine, en fait, c'est le rapport entre l'idéologie de l'avant-garde et sa capacité en fait, à mettre en œuvre son chantier, utilisant en fait, les mises en œuvre disponibles dans le contexte technique et économique du chantier. Alors la Fondation Le Corbusier, qui a été initiée par Le Corbusier de son vivant, donc à cette, il a eu cette intuition en fait, de conserver l'ensemble de son fonds d'archives. Et donc effectivement, l'une des richesses pour le chantier, c'est que l'on a accès à cette documentation. Et donc voici le devis de l'entreprise Célio, qui était l'entreprise majeure de décor peint qui travaillait pour Le Corbusier, donc avec le devis qui décrit les pièces et les matériaux. Et donc regardez par exemple la peinture pour 2 pièces, le local du concierge, qui est la pièce au rez-de-chaussée que je vous ai montrée à côté du garage. La peinture est à la colle. Et sur les parois de la cuisine, la peinture est à l'huile. Utilise un liant à l'huile. Bon, c'est sans doute avec du recul une évidence qu'il y ait une partition entre les modes de mise en œuvre. La conclusion, c'est que tous les ouvrages en bois, les mobiliers architectoniques sont peints à l'huile, les menuiseries métalliques et en bois sont peints à l'huile, et les pièces de service sont peintes à l'huile. Et les espaces majeurs sont peints à la colle. C'est une technique qui a été beaucoup évoquée aujourd'hui. Il est assez fascinant de voir comment Le Corbusier finalement revient aux techniques, je dirais, où met en œuvre les techniques parisiennes, donc l'enduit plâtre et la peinture à la colle. Donc telles étaient les informations livrées par les documents d'archives. Donc lorsque l'on est intervenu sur la restauration des intérieurs, donc un chantier de remise en couleur de ces monochromies. Le chantier, c'était l'une des questions qui devait être abordée. Alors une opération comme celle-ci, c'est une démarche pluridisciplinaire. Le restaurateur réalise des campagnes de sondage. Le laboratoire conduit des analyses, je dirais, physico-chimiques de ces prélèvements pour identifier les pigments et les liants, accompagnés de recherches archivistiques et de dialogues avec un comité scientifique d'historiens spécialisés de la production architecturale de Le Corbusier. Donc la salle à manger était une pièce rose que vous avez sans doute tous visitée, et voilà, je vous montre cette stratigraphie successive, bien entendu le 8 et la dernière couche. Ce qui est assez fascinant, c'est que si l'on prend du recul par rapport à l'ensemble de ces sondages, en fait, on peut identifier une évolution des repeintures successives avec un éclaircissement progressif en fait, du décor corbuséen. Donc, ce qui révèle, si vous voulez, une sorte d'un regard idéologique sur le décor, sur l'ornement puriste, avec cette vision non scientifique comme étant en fait une gamme de couleurs claires. Ce qu'a révélé cette recherche, c'est qu'au contraire, en fait, les premières couches étaient foncées, et vous voyez comment progressivement elles s'éclaircissent. Il y a eu un débat très important sur l'identification de la première couche. Alors au début, j'étais très fier d'identifier un brun foncé, là où tout le monde s'attendait à trouver un rose clair, et je trouvais que ça allait vraiment choquer tout le monde, et que c'était ce que j'avais sans doute de mieux à faire. En fait, à l'issue de réflexions, de dépouillements, de traités de peinture du début du XXe siècle, donc il apparaissait qu'il était assez habituel, en fait, d'abord d'appliquer en fait un primaire sur les couches de plâtre qui constituent en fait des couches extrêmement poreuses. Alors, ce qui était assez riche dans cette opération, c'est qu'il y avait le restaurateur, le laboratoire, et puis l'entreprise Catécolor, Catherine Trottwein, qui est une éditrice de couleurs allemande, et qui reconstitue en fait, elle est chimiste de formation, et elle reconstitue les couleurs de Le Corbusier. Et donc le travail est bien sûr de mettre en confrontation les campagnes de sondage réalisées par le restaurateur et ce qui est livré par le laboratoire. Et donc identifiant donc, la couche de plâtre, le primaire
et donc sans doute la première couche des monochromies de Le Corbusier. Et donc c'est cette couche-là qui a été remise en œuvre. Donc reprenant en fait le mode de représentation de l'open box, la boîte ouverte mis en place par De Stijl et pour l'ensemble des mouvements d'avant-garde. Donc c'est le mode de représentation que l'on a choisi pour mettre en scène l'ensemble des palettes de colorisation des façades intérieures. Et vous pouvez donc suivre les références des couleurs. Et donc vous voyez peinture à l'huile gris foncé sur les radiateurs, peinture à l'huile gris pâle sur les portes et les tablettes, peinture à l'huile de lin, terre d'ombre sur les menuiseries, peinture à l'huile noire, ainsi de suite. Et ici, c'est une erreur, c'est peinture à la colle. Voilà, donc une cartographie des couleurs, une cartographie des matériaux et des techniques de mise en œuvre. À l'issue de la restauration, voilà la présentation donc de la salle à manger. Et j'attire votre attention sur cette présentation qui a été faite par la Fondation, qui mettait en place en fait une peinture puriste de Le Corbusier, juxtaposée en fait aux parois colorisées, montrant bien voilà l'unité de production chez Le Corbusier. Le Corbusier entretient un rapport qui lui est propre avec l'ornement, donc la paroi est lisse et continue, et bien entendu, il n'existe pas d'autre ornement que la question de la couleur. Mais se pose la question en fait, de l'équipement technique de l'architecture pour lui assurer sa fonctionnalité. Le Corbusier utilise en fait l'objet tel un ready-made. Et donc regardez donc, les sources électriques, donc, traitant la question de la couleur, il me semblait nécessaire en fait de remettre en scène son éclairage naturel où depuis des rideaux de voilage ont été remis en place par la Fondation et recréer en fait le plan d'éclairage électrique avec la documentation photographique très importante du photographe Boissonnat au moment de l'achèvement du chantier. Il était aisé en fait de retrouver la position d'un certain nombre de ces éléments qui avaient été repérés par les chercheurs corbuséens comme étant en fait des éléments industriels servant d'éclairage de vitrine. Donc là encore, un détournement corbuséen s'appropriant, tel un ready-made, donc des objets industriels. Le mobilier mis en place, en fait, ce sont des sièges tonnets. Et là encore, démarche fascinante de Le Corbusier. En fait, il utilise un mobilier, je dirais, de l'industrie, mais il assure une colorisation de cet objet pour l'intégrer à sa composition. Donc, le mur terre de sienne, le radiateur gris à l'huile, les sièges tonnets, le mobilier et les sources d'éclairage. La question de la galerie, en fait, nous a confrontés, même dans le cadre d'une problématique de patrimoine du XXe siècle, à la question, en fait, des états historiques successifs. Donc, Laroche, grand collectionneur, conseillé par aux enfants, d'ailleurs, il achète beaucoup au moment de la vente de la collection saisie de Kahnweiler, citoyen allemand, en France au moment du début de la guerre de 14, et il réunit sa collection cubiste synthétique et cubiste analytique dans la galerie de peinture. Et avec ce qui va sans doute être à l'origine de la rupture entre Aux Enfants et Le Corbusier considérant que cette disposition de l'architecture est outrancière, de cette peinture, est outrancière, et vient masquer son architecture. Donc un premier état, 1925, un deuxième état, 1928, lorsque Charlotte Perriand a intégré l'agence de Le Corbusier et réalise en fait cette table monolithe, intègre un revêtement au sol. Le chantier de restauration, en fait, nous a confrontés à ces états successifs. Donc, le plafond plâtre d'origine, l'habillage en isorel en 1936. Et donc, se posait la question de l'état historique de référence qui devait être choisi. Donc, en accord avec la Fondation Le Corbusier et la démarche de contrôle scientifique et technique, nous avons bien entendu valorisé le dernier état
produit par Le Corbusier, qui est donc l'état 1936, qui assure en fait un complément d'habillage sur l'ensemble des parois en plâtre que vous voyez ici. Donc là, à nouveau, si vous voulez, cette cartographie des couleurs corbusiennes. On peut, à l'occasion de ces sondages, en fait, identifier en fait, l'évolution dans la projetation telle que la développe Le Corbusier. En fait, sur la paroi, au revers de l'entrée dans la galerie, donc mise en évidence donc, de ce bleu céruléum. Pardon, je reviens en arrière. Qui appartient en fait à la colorisation réalisée en 1936. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc nous avons essayé de documenter les différents états historiques et qui permettent de voir une évolution dans la pratique architecturale de Le Corbusier. Donc un traitement, je dirais, paroi par paroi, et l'introduction en fait de cette nouvelle gamme chromatique avec ce bleu clair en fait lui permet de détacher en fait l'objet architectural qu'est la cheminée en fait qui est ici. Et donc c'est cet état 1936 qui a été conservé. Et voici donc l'aboutissement du projet à l'issue de la restauration. C'est un travail globalement qui a été fait par repeinture, si on évoque les questions de doctrine de restauration. En fait, il me semblait essentiel en fait, de conserver l'ensemble de ces stratigraphies et de considérer que je proposais en fait une interprétation qui est celle je dirais, des années 2010 et qui demeure, je dirais, totalement réversible. L'ensemble en fait de la ressource archéologique est préservé, je dirais, sous les couches de surface que nous présentons aujourd'hui. Et vous voyez comment, en accompagnement de ce traitement de cette paroi, la cheminée sombre, la paroi bleue céruléum, a été mis en place, en fait, le sofa retrouvé par la Fondation Le Corbusier. Le chantier du XXe siècle nous confronte en fait aux matériaux et à l'évolution des matériaux du XXe siècle. Donc le sol, donc élément d'ornement, a été réalisé en fait avec un sol en caoutchouc rose. Ce sol en caoutchouc rose était produit en 1936 par des rouleaux en grande bande. Ce matériau n'existe plus aujourd'hui qu'en dalle, et la décision qui a été prise, en fait, c'est de tenter de reconstituer des bandes par collage de dalles entre elles. Quelques années après, ceci se révèle un choix périlleux, puisque finalement, ce qui était des grandes dalles, aujourd'hui, en fait, apparaît comme un domino, et toutes les joints de collage que j'avais réalisés, en fait, deviennent trop apparents. C'est la limite, en fait, de la restauration et de notre capacité, en fait, à utiliser les matériaux du XXe siècle, qui sont des matériaux soit en évolution, soit en progrès, mais qui disparaissent. Et la même problématique pour les plaques d'Isorel de plafond. En fait, c'est une architecture de plaques d'Isorel et de couvre-joints, et qui correspondait en fait à la dimension des plaques. Les plaques du commerce aujourd'hui ne correspondent plus en fait à cette cartographie du couvre-joint. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons reconstitué des plaques, nous avons laissé apparent le joint de collage, donc mettant en scène en fait à la fois l'objectif à atteindre qui était le design 1936 et mettre en évidence le matériau utilisé aujourd'hui. Peut-être pour conclure, mais pour ouvrir le projet, donc la question de ce grand hall, donc espace mythique de la Maison Laroche, volumétrie complexe qui traverse les niveaux. On voit cette présentation picturale proliférante extraordinaire, le radiateur, le sol en grès, des éléments de tapis, le mobilier en cuir qui venait de la maison Maple. Et voilà cette très belle photo noir et blanc, les ampoules électriques. Des campagnes de sondage sont réalisées, et donc vous voyez l'état de présentation, vous tous visiteurs de la Maison Laroche, c'est comme ça que vous l'avez connu, donc avec cette paroi blanche,
Et donc, nous avons retrouvé en fait le ton terre de sienne clair, qui est la couleur de Le Corbusier. Et donc, à l'issue de la restauration, voilà l'espace et la volumétrie colorisée, reconstituée de Le Corbusier. Les parois en terre de sienne, les sols en grès noir, en grès blanc, le mur céruléum, une applique électrique qui va être remise en place. Et puis, ce grand volume, en fait, est éclairé par cette grande paroi vitrée d'une architecture puriste faite de plans simples et continus. Ce qui signifie que le mur interne du vestibule, voilà, se prolonge pour constituer la paroi de la galerie. À l'issue de la restauration, que révélait l'état du chantier? Eh bien, c'est un espace intérieur terre de sienne et des façades extérieures blanches 1970. Et donc, à partir de là, se posait la question, en fait, de la cohérence. Et donc, un nouveau chantier est actuellement en cours, qui est celui de la restauration. Pardon, donc je vais trop vite. Donc, la présentation de la gamme puriste avec 6 gris différents. Et effectivement, tout était livré dans les peintures de Le Corbusier. Et lorsque on a conduit en fait des sondages sur les façades extérieures, donc voici donc la campagne de sondage sur les enduits intérieurs et la campagne de sondage sur les façades extérieures. Vous retrouvez ce blanc redoutable qui recouvrait les façades, qui recouvrait de la même manière, bon là il est passé au rouleau, autre facétie, et ici donc le blanc de l'intérieur. À l'issue d'une campagne de sondage, identification en fait du premier enduit, qui est un enduit beige, ton pierre, qui correspond très exactement en matériau extérieur, en fait, à l'ornement intérieur, qui est la couleur terre de sienne. Et donc peut-être qu'on peut conclure sur ce paradoxe où la question de la réflexion sur l'ornement, en fait, était une réflexion, je dirais, sur les matériaux, sur les modes de mise en œuvre, et à partir d'une réflexion sur l'ornement intérieur, finalement, une reconquête, d'une certaine manière, de l'architecture extérieure. Et à partir de là, une remise en cause que je revendique, mais finalement qui est partagée aujourd'hui par toute une série de chantiers, de cette vision de l'architecture puriste et corbusienne comme étant une architecture blanche. Non, c'est un peu comme la couverture blanche de chez Gallimard, elle n'est pas blanche, elle est beige, et donc la question de l'idéologie des couleurs, de leur mode de mise en œuvre. La Fondation Le Corbusier a été classée en 1996 et elle appartient donc à cette histoire de la reconnaissance du patrimoine du XXe siècle. Donc vous savez que la Villa Savoie 1965, c'est le lien entre André Malraux et Le Corbusier qui introduit cette première protection d'un édifice du XXe siècle. Modification de la loi sur l'inscription qui ne rendait pas possible parce qu'il fallait avoir une valeur au titre de l'archéologie. Donc modification des textes sur l'inscription qui vont permettre en fait d'inscrire progressivement les édifices du XXe siècle. Et donc j'appartiens donc à ce monde des monuments historiques, des architectes du patrimoine. Et ce que montre, si vous voulez, cette image, si vous voulez, c'est le passage entre, comment dire, le regard, l'objet corbuséen, sa réinterprétation par l'architecture moderne et contemporaine, et puis le basculement dans la patrimonialisation, où on va revenir vers une autre pratique des matériaux de restauration. Et donc je propose de conclure sur cette image.